Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Faisal Boujma et avec mon collègue Sébastien Marty, donc on est tous les deux d'Orange. Et nous allons effectivement passer 2 petites heures. Moi, j'utiliserai la première heure pour vous parler effectivement de ce que nous faisons chez Orange. Et puis, Sébastien enchaînera pour vous donner un cas pratique. Donc, il vous montrera donc, avec un outillage sur Google, je pense, la session. Elle sera animée sur un environnement Google. Il vous parlera effectivement de choses un peu plus pratiques. Je sais pas, Sébastien, je ne sais pas si tu veux ajouter un petit mot, ta présentation. Enchanté d'être ici. Vous m'entendez? De toute façon, sur la salle, on s'entend. Non, le cas pratique, ça sera sur l'utilisation des auto-encodeurs pour faire de la découverte de nouveautés dans le cadre de la cybersécurité. Pour être plus précis, on va utiliser Google Colab comme environnement pour jouer un peu avec les différents algos, quoi. Très bien. Merci Sébastien. Donc j'ai commencé. Moi, je suis effectivement technologie stratégiste. Je fais partie de l'entité qui s'appelle Orange Innovation et plus précisément du département qui s'appelle Data IA. Donc je suis plutôt basé à Paris. Je vais effectivement. Alors je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a des experts ou si vous êtes. Je vais quand même, parce que je pense avoir vu au moins un ou deux débutants. Donc, je vais commencer, désolé pour les experts, mais je vais commencer par 3 ou 4 slides pour vous dire très simplement ce qu'est l'intelligence artificielle avant de vous parler de ce qu'on fait chez Orange. D'accord? Donc, désolé pour les experts. Alors, un premier slide, à la fois pour rendre hommage à cette personne qui a beaucoup apporté aussi à l'IA dans la période récente, mais en tout cas, pour exprimer en fait l'importance de cette révolution, Andrew compare en fait l'arrivée de l'IA à l'arrivée de l'électricité. L'électricité est arrivée dans le domaine industriel et domestique il y a à peu près un siècle. Et les gens ne se rendent pas compte, mais l'arrivée de l'électricité a changé énormément de choses. Les rythmes de vie, il y a des machines. S'il n'y avait pas l'électricité, on n'aurait pas des ordinateurs devant nous aujourd'hui. Tout ce qui fonctionne donc, avec l'électricité. Ça a impacté lourdement notre manière de vivre et les rythmes de vie. Donc la vie nocturne n'existerait pas s'il n'y avait pas l'électricité et l'éclairage. La voiture électrique aujourd'hui, toute la machinerie électrique qu'on trouve dans les usines. Donc ça a fondamentalement changé énormément de choses. Et lui dit que l'IA va bouleverser aussi nos vies, comme l'électricité il y a à peu près un siècle. Alors, pour des gens qui n'ont jamais entendu parler d'intelligence artificielle ou qui ne savent pas précisément ce que c'est, c'est une partie d'une présentation que je fais en interne Orange. Donc, je définis l'intelligence artificielle comme une tentative de reproduire par des machines des compétences cognitives qui sont le propre de l'être humain, et ce, à des fins d'aide à la décision et de l'automatisation. Donc, finalement, l'intelligence artificielle, cette tentative de reproduire quelque chose que nous connaissons bien. Donc, si je me réfère aux capacités et aux compétences cognitives de nous autres êtres humains, des choses que nous connaissons bien, nous savons tous voir, percevoir l'environnement, entendre, écouter, parler, comprendre le langage naturel, raisonner, optimiser des tâches, apprendre, un pilier important de l'intelligence humaine, cette capacité d'apprendre, et puis s'émouvoir. Et finalement, en fait, ce qu'on a fait en intelligence artificielle, c'est reproduire finalement toutes ces facultés, mais plutôt par des machines. Mais ça reste quand même une tentative, hein, donc je l'ai bien souligné ici. On est quand même très très loin, on ne se rend pas compte, mais c'est quand on commence à faire de l'IA qu'on se rend compte que ce que nous avons ici, les 1400 cm3 de matière grise, c'est une machine absolument fantastique. Donc, Alors, en face de chacune de
de ces capacités cognitives humaines, finalement. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une tentative de reproduction par des moyens artificiels, on va dire. Donc, en fait, en face de la capacité de voir ou de percevoir, on a créé la vision par ordinateur. C'est une branche que vous connaissez bien. Donc, les ordinateurs sont capables, effectivement, d'analyser des images, d'analyser des scènes. Quelque chose aussi qu'on utilise, je pense, sur vos smartphones, vous avez certainement utilisé la synthèse et la reconnaissance de la parole. La compréhension du langage naturel, qui est un peu associée aussi, parce que comprendre la parole ou la synthétiser, c'est une étape, mais il faut comprendre ce qui est dit pour interagir. Mais vous avez interagi certainement avec Robots, ou si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez télécharger sur vos smartphones, qui sont Android ou iPhone, je ne sais pas, par exemple, l'application Google qui vous permet effectivement d'interagir avec un bot automatiquement et de poser des questions ou de naviguer en tout cas en utilisant votre voix et comprendre ce qui est les réponses aussi vocalement. Donc, il y a quelque chose effectivement qu'on connaît peut-être très, très peu, parce que c'est quelque chose qui est un peu pour les spécialistes quand il s'agit effectivement de sciences et technologies. Mais ici, finalement, nous le faisons, nous, êtres humains, d'une manière tellement naturelle qu'on ne se rend pas compte. Mais la représentation des connaissances aussi dans notre cerveau. Comment ces 1400 cm3 de matière grise, comment elle organise en fait la connaissance. Aujourd'hui, ça reste quand même largement un mystère. Donc, on ne sait pas trop. Donc, nous savons que, en échangeant, par exemple, aujourd'hui, vous allez effectivement avoir, j'espère, accroître vos connaissances. Ça va être enregistré quelque part. Vous saurez les utiliser peut-être demain dans votre travail quotidien. Mais comment ça a été fait, comment ça a été enregistré, comment c'est organisé, comment on navigue dedans, ça reste largement un mystère. Donc, et c'est pour ça que les informaticiens et les mathématiciens d'un côté IA, et les spécialistes de neurosciences de l'autre, et certains biologistes travaillent ensemble pour effectivement s'inspirer mutuellement de comment marche le cerveau pour améliorer l'IA et comment marche l'IA pour essayer de comprendre un peu comment marche le cerveau. Et puis, donc, il y a des choses aussi mathématiques qui n'ont pas effectivement d'apparence, sauf pour les spécialistes, donc tout ce qui est raisonnement et logique mathématique. Il y a tout ce qui est technique d'optimisation, ce qu'on appelle aussi la recherche opérationnelle, et une partie en fait de cela, donc c'est la théorie des jeux. Et puis donc cette capacité, ce pilier apprendre, effectivement donc on a appris, on a cherché à voir comment la machine pourrait apprendre. Et donc finalement, il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui confondent l'intelligence artificielle avec la partie machine learning. Or, le machine learning, c'est un sous-ensemble, c'est un pilier parmi d'autres, mais c'est un pilier fondamental parce que s'il n'y a pas d'apprentissage, en gros, il n'y a pas d'intelligence, entre guillemets. Et puis, donc, un pilier un peu plus récent qui s'appelle l'affective computing ou l'informatique affective. Donc là, en fait, c'est apparu il y a quelques années, donc, notamment avec les robots humanoïdes. Donc, nous voulons effectivement... finalement, c'est une extension aussi, on peut dire, de tout ce qui est synthèse et reconnaissance de la parole ou de la vision, parce qu'avec l'informatique effective, on cherche, par des robots, et donc par des IA intégrés dans les robots, à comprendre non seulement ce qui est dit, la voix, mais aussi comprendre les émotions, donc les expressions du visage, la gestuelle. Donc, comme vous voyez, en fait, l'être humain, il s'exprime beaucoup, surtout... un méditerranéen comme moi, donc il s'exprime beaucoup avec les mains. Mais vous lisez aussi énormément de choses sur mon visage. Donc si vous n'aviez que la voix, si j'étais au téléphone, il y aurait peut-être un peu moins d'informations sur ce que je cherche à transmettre. Et donc effectivement, l'informatique effective, comprendre les émotions, les interpréter. Quand je suis une machine, j'interprète ce qui se passe sur votre visage. Mais aussi, inversement, donc j'aimerais bien que les robots humanoïdes cherchent aussi à synthétiser en fait des formes d'émotions. En sachant que c'est quelque chose, parce que là je mets l'image un peu large, mais c'est des techniques qui sont déjà utilisées uniquement sur la voix. C'est-à-dire qu'on est capable, effectivement, sans avoir l'image totale, la gestuelle, etc.,
Aujourd'hui, par exemple, sur des hotlines, pour vous ramener à des choses que nous faisons dans la vraie vie, donc, sur la hotline, quand un client s'exprime, quand il commence à s'énerver, il y a effectivement une analyse. On analyse seul, enfin, quand il est en face d'un robot, hein, un bot, comme on dit. Il est en automatique et le bot, en fait, on le règle pour qu'il puisse détecter des évolutions en fait, dans les intonations de la voix. Donc le bot, il comprend ce qui est dit, mais il essaye aussi d'interpréter le niveau d'agacement, d'énervement ou de calme vis-à-vis du client qu'il a au bout du fil. Et notamment, par exemple, ça c'est des choses que nous faisons déjà, et puis plein d'autres aussi dans le monde, donc les bots un peu plus intelligents que le standard, savent interpréter ces émotions et éventuellement, si nécessaire, passer la main à un support humain pour effectivement détendre un peu la relation. Alors, donc là, c'est juste pour vous montrer effectivement sur deux cas d'usage que nous utilisons effectivement chez Orange. Donc, nous utilisons les bots comme pratiquement toutes les entreprises qui font de l'IA. Et donc, les bots, comme vous le voyez, en fait, si vous regardez dans ces piliers-là, vous avez effectivement le bot, il doit savoir synthétiser ou reconnaître la parole, il doit comprendre le langage naturel, au moins un dictionnaire limité, pas tout le langage naturel d'une langue. Il doit avoir un minimum effectivement de raisonnement logique. Il doit effectivement apprendre si le bot est fait pour apprendre. S'il n'est pas figé, on peut avoir un bot figé qui n'apprend plus au-delà de son déploiement. Et puis, comme on a dit, le bot peut être aussi un robot humanoïde ou il peut être effectivement un bot qui est capable au moins de détecter les émotions dans une voix, dans une communication téléphonique simple. Et puis, donc, nous avons, en tant qu'Orange, évidemment, nous sommes opérateurs de réseau. Et donc, la planification de réseau chez nous, je vous montrerai un petit exemple après, utilise évidemment des techniques basées sur l'intelligence artificielle pour faire de la planification de réseau. Donc nos réseaux, en fait, ça ne s'étend pas n'importe comment, ça s'étend selon une logique et on est capable avec l'IA désormais d'anticiper finalement, de voir un peu plus loin que le réseau actuel pour savoir comment l'étendre. Est-ce qu'on l'étend par là, par ici, quand il y a effectivement des extensions de villes avec de nouveaux quartiers, etc. Donc voilà, l'IA peut nous aider à mieux gérer notre stratégie pour dire par quel bout on commence pour que ça soit évidemment profitable d'un point de vue business. Alors, quelque chose d'extrêmement important, donc je ne sais pas si vous l'avez bien remarqué, je viens d'un département qui s'appelle Data et IA, Data and AI, au sein d'Orange Innovation. Et en fait, l'association entre la donnée et l'intelligence artificielle, elle est une association absolument forte. Et donc ici, là, effectivement, c'était un extrait d'une activité de vulgarisation que je fais à l'intérieur de la maison Orange. Donc, pardon pour les spécialistes encore une fois. Donc là, en fait, les données et l'IA, je les compare en fait un peu au carburant et au moteur. Donc, sans le moteur, un carburant, vous avez effectivement un récipient rempli d'un liquide, très bien. Mais si effectivement, s'il n'y a pas de moteur, en fait, votre carburant, il ne sert à rien. Et inversement, si vous avez un moteur sans le carburant, votre moteur, il ne sert à rien. Et en fait, ce couple-là, il est absolument séparable. On ne peut pas faire de l'IA sans les données, ou très peu. Et inversement, pour valoriser les données, l'IA, effectivement, permet, parce que des données, ça fait des décennies, enfin, avant même l'existence de l'informatique. Je vais au-delà de plusieurs décennies pour remonter, en fait, à une histoire lointaine. L'homme, depuis effectivement qu'il a commencé à jouer avec des informations, il a manipulé effectivement des données. Donc, mais des données numérisées, déjà avec l'apparition de l'informatique. Et donc, ça c'est très ancien, mais finalement les données connaissent une nouvelle jeunesse. Et je vous dirai effectivement deux mots. Pour nous, en fait, toute cette activité autour des données est en train d'évoluer au sein d'Orange, parce qu'effectivement, la manière de gérer, de gouverner, donc la gouvernance des données, donc pour ceux qui entendent parler de ce terme-là,
la gouvernance de données chez nous, on est en train de la revoir totalement parce qu'effectivement, l'apparition de l'IA change énormément de choses. Et donc, on est en train d'adapter ces nouvelles approches de gouvernance de nos données à la lumière de ce que nous sommes en train d'apprendre avec l'IA et ce dont l'IA a besoin. Et puis, il y a quelque chose d'extrêmement important. Vous avez certainement pas entendu parler d'éthique en lien avec l'IA et la data. Donc, tout ça est posé sur un socle éthique. Donc, là aussi, si je continue sur ma métaphore, donc, pour dire que le carburant, le moteur constitue un véhicule, ben, l'éthique, c'est les règles de conduite, c'est le code de la route. Et sans le code de la route, si vous avez une voiture à moteur et du carburant, donc si effectivement vous ne respectez pas un certain nombre de codes de conduite, vous êtes très mal. Vous pouvez faire des accidents, vous pouvez faire plein de choses, plein de dégâts. Et donc, votre IA se transforme effectivement en fiasco. Et je vous donnerai quelques exemples si on a le temps, ou à travers les questions. Donc, pour vous dire que l'aspect éthique est extrêmement important autour de la data et de l'IA. Nous pouvons faire énormément de choses très négatives avec la data et l'IA, et nous pouvons faire des choses extrêmement positives. Et donc, il faut lutter contre la partie négative qu'on a en nous, êtres humains, parce qu'effectivement, toutes les sciences et les technologies, on peut totalement les détourner pour un usage pas forcément très beau pour l'humanité. Hein, donc, mais voilà, l'IA, c'est quelque chose qui ressemble un peu à des choses qu'on a vues par ailleurs. Donc, si je sors un peu de la data et de l'IA, la physique nucléaire, donc ce même savoir-faire, ces mêmes technologies, vous pouvez faire avec des bombes pour tuer des gens. Vous pouvez faire des centrales nucléaires. Là, on est partagé. Il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour. Mais il y a quelque chose que les gens ne mettent pas en lien avec la physique nucléaire ou la physique quantique. C'est l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM. Quand vous faites si on n'avait pas ce savoir-faire en physique, l'IRM n'existerait pas aujourd'hui. Donc là, si on le fait, c'est la meilleure qualité des images qu'on a pour soigner au mieux des êtres humains, alors que le même savoir-faire peut être utilisé pour les tuer. Donc là, c'est effectivement l'être humain. Et donc, quand on fait de l'IA, il y a aussi, l'IA, ça n'est pas qu'une technologie, ça n'est pas qu'une science, c'est aussi cette dimension extrêmement importante, sociétale, économique, éthique, philosophique, qui doit aussi, vous devez garder ce libre arbitre, même si vous êtes employé d'une entreprise, vous êtes aussi citoyen d'une société, vous êtes témoin sur votre temps, et vous devez effectivement faire très attention effectivement à ces aspects-là. Alors, on va entrer effectivement dans la partie un peu plus entreprise. Donc là, j'utilise encore une fois effectivement une métaphore, donc, ou une citation plutôt de l'ancien patron d'eBay, qui dit que si votre entreprise n'a pas effectivement de stratégie en matière d'IA, c'est qu'elle risque ou elle est en train d'aller vers l'abîme. Et donc, en fait, nous connaissons bien avec l'informatisation donc l'entreprise numérique. Donc, la preuve, vous avez tous des ordinateurs. Donc, il y a quelques temps, quand moi j'ai commencé ma carrière, vous voyez, j'ai quelques cheveux blancs, on n'avait pas forcément le luxe. On était quelques-uns à avoir des ordinateurs perso. Aujourd'hui, c'est tout le monde. Parce que voilà, c'est de la révolution numérique qui est passée par là. L'entreprise se numérise et ça a donné énormément donc, de force en fait aux employés de travailler mieux, de travailler plus vite, etc. Et donc là, nous sommes avec l'IA, nous entrons dans une deuxième phase de la transformation numérique des entreprises, donc ce que je qualifie ici de cette deuxième vague de cognitive. Les anglo-saxons parlent de data-driven and AI-powered, donc piloté par les données et motorisé par l'IA. Alors, l'IA
L'IA pour nous, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement important et on l'a même déclaré priorité dans notre programme stratégique 2025. Donc, nous avons des plans stratégiques qui s'étendent sur 5 ans. Donc, ça, c'est le plan qui a commencé en 2020 et qui va jusqu'à 2025. Et puis, nous avons commencé, pour info, à travailler sur le plan qui ira de 25 à 2030. Donc là, en 2020, pour la préparation de 2020 déjà, donc ça doit remonter à peu près à 2017. Donc on a imaginé effectivement que l'IA doit être parmi les ambitions majeures. Donc, et c'est l'une des 5 ambitions de notre programme stratégique d'entreprise. Donc, qui dit en gros qu'il faut placer la donnée et l'IA au cœur de notre modèle d'innovation. Et c'est effectivement c'est ce dont je vais vous parler un tout petit peu plus. Donc, en fait, dans cette ambition 3, l'IA pour Orange, stratégiquement, en fait, on l'a structuré autour de 3 gros piliers et d'un socle. Donc, l'IA pour des réseaux plus intelligents, l'IA pour une expérience client réinventée, et puis l'IA pour une meilleure efficacité opérationnelle de l'entreprise. Et puis tout ça, encore une fois, posé sur un socle d'IA responsable, donc l'aspect éthique, on l'appelle aussi IA responsable, et une IA durable. Il y a aussi un aspect durabilité, un aspect lié à la verdure. D'ailleurs, vous le verrez sur un slide un peu plus tard. Donc, Green AI ou AI for Green, c'est quelque chose d'extrêmement important aussi. C'est des disciplines nouvelles qui sont encore entre la recherche et le déploiement. Si j'essaye de voir effectivement les endroits où nous utilisons l'IA au sein d'Orange, l'IA, pas que chez Orange, l'IA, elle est partout, comme exactement l'intelligence humaine. Quand nous sommes dans une entreprise, vous avez effectivement des ingénieurs, vous avez des juristes, vous avez des commerciaux, vous avez l'intelligence humaine s'exprime donc pratiquement dans toutes les activités de l'entreprise. Et l'IA, en fait, elle est partout aussi, parce que l'IA, effectivement, elle vient aider. Donc, je vais vous dire quelque chose d'extrêmement important. L'IA n'est pas faite, contrairement à ce qu'on raconte ici ou là, elle n'est pas faite pour remplacer l'être humain, elle est là pour l'aider à mieux travailler plus vite et à prendre de meilleures décisions. C'est comme, rappelez-vous, donc la première étape de la numérisation, c'est qu'on s'est dotés tous d'ordinateurs. On n'a pas forcément, ça n'a pas empêché en fait les informaticiens d'exister. Au contraire, aujourd'hui, les informaticiens, les métiers de l'informatique sont les plus demandés. Regardez tous les sites d'emploi, c'est les plus demandés. Alors que parmi mes profs, quand j'étais jeune, à l'école, en fait, on m'expliquait que l'ordinateur, l'informatisation, la numérisation va tuer les emplois. On n'a jamais autant créé d'emplois avec ça et on reste, en 2022, ça reste le métier le plus demandé aujourd'hui sur le marché. L'IA fera pareil. Donc, elle vient aider. Elle n'est pas là pour remplacer. Et elle va élargir probablement le spectre de l'innovation. Elle va créer probablement pas mal d'emplois. C'est d'ailleurs parmi les emplois très demandés aussi. Donc, si je rentre un peu dans je zoome encore plus, je parle de l'informatique et je zoome sur l'IA et la data, c'est effectivement, il y a une très très forte demande. Alors, chez Orange, en fait, l'IA, on l'utilise pour quoi faire ? Il y a effectivement l'IA pour le réseau, pour le système d'information et pour la sécurité. Il y a l'IA pour l'activité et l'agilité de l'activité business, donc l'IA pour le marketing, pour la vente, pour le support client, la relation client. L'IA aussi dans les fonctions support de l'entreprise, pour nos collègues de la finance, pour nos collègues RH, la logistique, la réglementation, la gestion du risque. Et puis l'IA pour l'innovation des produits et services. Nous cherchons aussi donc, dans nos services et dans nos produits à mettre de plus en plus d'intelligence, directement ou en collaboration avec des fabricants et des constructeurs. Et puis évidemment, chez Orange, on a une forte activité autour du consulting et des professional services. Et donc là, c'est plutôt effectivement nos collègues d'Orange Business Services qui proposent ça. Et donc, en fait, tout ce qu'on a construit et tout ce qu'on a compris pour nous,
on essaye effectivement de le valoriser aussi à l'extérieur. Là, c'est exactement les 4 pavés, les 4 terrains de jeu, avec un peu plus de détails. Donc là, effectivement, quand je parle de réseau, c'est l'IA pour l'optimisation des allocations de ressources, l'IA pour opérer les réseaux, l'IA pour la cybersécurité, et donc Sébastien reviendra notamment sur des applications de ce type-là après, tout ce qui est maintenance prédictive, tout ce qui est économie d'énergie. Donc l'IA, je vous donnerai aussi un autre exemple donc, sur comment nous utilisons l'IA pour faire des économies d'énergie. Par les temps qui courent, c'est très utile, etc. Ici, pour la maintenance prédictive, peut-être pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quelque chose d'extrêmement important et qui n'est pas utilisé uniquement pour les réseaux télécoms, mais utilisé absolument partout. C'est un concept qui pousse énormément donc, en médecine, en mécanique, etc. Donc, peut-être pour vous donner une petite idée, d'habitude, en fait, quand on fait de la maintenance, que ce soit de nos autres êtres humains, donc notre corps, ou de voitures, typiquement, donc ça fait un exemple que nous connaissons tous bien, on vous dit, pour la voiture, par exemple, ou pour notre corps, il faut aller voir le médecin ou voir le garagiste à période régulière, je ne sais pas, tous les 6 mois ou chaque année, il faut effectivement aller faire une visite médicale, un check-up, ou pour la voiture, pareil. Et c'est même inscrit sur des documents de la voiture ou notre carnet de santé. Et en fait, on s'est aperçu que ce n'est pas forcément l'approche la plus intelligente et la plus économique de faire les choses. Aujourd'hui, avec l'IA, en fait, on est capable, cette idée de maintenance prédictive, d'accord, prédictive, c'est que grâce à l'IA, quand on utilise effectivement pas mal de données, soit du comportement de la voiture, soit du comportement de notre corps humain, soit de réseau ici, on est capable effectivement, en compilant avec l'IA toutes ces données, on est capable de prédire dans l'avenir l'éminence ou l'occurrence d'un certain nombre de problèmes, soit problème de santé, problème de la voiture, ou problème pour notre réseau. Et donc, en fait, on est capable d'anticiper ce qui pourrait se passer. On corrige donc, a priori, on peut corriger effectivement les choses, les dérives anormales, on peut les corriger avant même que le système tombe en panne, avant que votre corps tombe malade, avant que votre voiture qui tombe en panne, ou notre réseau aussi qui peut tomber en panne. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important dans cet espace que nous offre l'IA désormais, parmi les horizons vraiment les plus prometteurs et qui sont aujourd'hui les plus déployés, la maintenance prédictive, l'économie d'énergie aussi, je vous donnerai quelques exemples, c'est quelque chose d'extrêmement important avec tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme crise autour de l'énergie. Pour la partie business, évidemment, tout ce qui est marketing, pour ceux qui ont une formation un peu plus école de commerce, le Next Best Action, donc la segmentation des clients, le ciblage, le targeting, c'est quelque chose qui se pratique avec l'IA. Donc tout ce qui est connaissance client et la gestion des relations, le support client à l'aide des bots, je donnais un exemple tout à l'heure, et quelques autres, les moteurs de recommandation, l'hyperpersonnalisation, les techniques de pricing aussi, les politiques de pricing. L'IA aujourd'hui nous permet, pour les appels d'offres par exemple sur l'obtention de fréquences mobiles, comme vous le savez, pour chaque génération, il y a une proposition de la part de l'État pour que les opérateurs achètent, donc avec une approche enchère de fréquences, pour acheter des fréquences sur lesquelles la 5G, la 4G ou la 5G aujourd'hui est en train d'être déployée. Ce sera le cas avec la 6G à horizon 2030. Donc là, effectivement, l'IA peut aider dans un jeu comme ça d'enchères ou d'une politique de tarification. Donc c'est une partie de l'IA, tout à l'heure je parlais de théorie des jeux, pour ceux qui connaissent un tout petit peu, game theory. Donc l'IA peut nous aider effectivement à mieux jouer, adapter en tout cas des politiques de jeu vis-à-vis effectivement dans une concurrence sur un pricing ou une compétition pour obtenir des fréquences, obtenir n'importe quel autre bien, etc. Et puis donc il y a pas mal
d'usage. Donc, par exemple, tout ce qui est analyse de CV par des IA, donc pour les ressources humaines qui sont un peu plus, un peu trop occupées, donc il y en a. Les juristes aussi qui utilisent l'IA. Les juristes, en fait, ils ont double casquette vis-à-vis de l'IA. Ils peuvent l'utiliser effectivement pour analyser ou pour rédiger ou aide. L'IA aide aussi à rédiger des textes juridiques, mais elle permet aussi d'analyser des textes juridiques, y compris des choses qui sont sur la place publique depuis un certain temps, sur lesquelles, grâce à l'IA, on trouve des contradictions. Donc, si vous prenez les gros bouquins épais comme ça, donc code civil, etc., en fait, quand on les analyse, enfin, j'ai dit que le cerveau humain est une machine très sophistiquée, mais effectivement, elle est peut-être un peu moins rapide qu'un ordinateur. Et la capacité mémoire aussi de l'ordinateur, elle est absolument incroyable. Et donc, en fait, elle peut venir aider le cerveau humain, parce qu'effectivement, les hommes qui ont rédigé des textes juridiques il y a quelques années ou quelques décennies, en fait, ils ne se sont pas rendus compte, parce que souvent, il y a pas mal d'êtres humains autour de la table pour rédiger ces textes juridiques. Et on trouve effectivement, et d'ailleurs le métier d'avocat notamment, il s'appuie sur un peu les contradictions qui sont ici ou là dans les mêmes textes juridiques pour défendre ou enfoncer des clients. Et donc en fait, l'IA permet effectivement aussi dans cette analyse, voire elle est capable même désormais elle-même de nous aider à rédiger des textes juridiques qui seraient propres sans contradiction. Nos collègues de la finance aussi utilisent l'IA pour, je ne sais pas, par exemple, prédire le cours d'Orange en bourse sur les quelques semaines, les quelques mois ou les quelques années qui viennent. La gestion du risque. Et il y a aussi l'empowerment des employés, donc c'est-à-dire doter l'employé d'outils qui lui permettent de travailler un tout petit peu mieux. J'imagine que vous connaissez, vous avez déjà sur vos PC des IA qui vous aident au quotidien. Quelqu'un peut me donner un exemple? Un IDE, oui. Encore quelque chose d'encore plus proche de l'IA et encore plus fort. Dans la suite Office, il y a pas mal de prédictions. Plus simple que ça. Par exemple. Mais des choses encore plus... voilà, on les utilise tellement qu'on ne sait pas, qu'on sait pas les énumérer dans la case IA. Mais quand vous rédigez des textes, quand vous analysez des articles dans une langue que vous ne maîtrisez pas, vous utilisez des dictionnaires, vous utilisez des outils de traduction, Google Translate ou n'importe quel autre outil, donc sans faire de pub à Google. Donc voilà, il y a dans vos boîtes mail sont gérées d'une manière un peu plus sophistiquée aujourd'hui, donc certains s'appuient sur l'IA. Donc voilà, donc vous pouvez même avoir des boîtes de réponses automatiques intelligentes, pas une réponse standard comme ça, mais des IA qui s'adaptent effectivement à vos interlocuteurs. Dans les réunions avec les outils modernes de conferencing, quelqu'un, je ne sais pas, vous avez utilisé Teams, Google Meet, Zoom. Vous connaissez ces outils-là? Vous savez que vous pouvez faire de la traduction simultanée, enfin instantanée, ou de la traduction automatique en temps réel sur ces outils-là. Ben voilà. Donc il y a juste un petit bouton sur lequel il faut cliquer pour activer. Et donc si vous arrive de suivre, ce qui est le cas pour nous, parce qu'en fait, Orange, comme vous le savez, ça n'est pas qu'en France. On est présent dans une trentaine de pays, en Europe, Moyen-Orient et Afrique. Et quand on a effectivement, par exemple, aussi des correspondants ou des fournisseurs américains, etc., ou des Scandinaves qui ne parlent pas forcément le français, et pour les collègues qui ne parlent pas forcément bien l'anglais ou l'espagnol ou autre, donc on est capable effectivement d'avoir la traduction simultanée sur l'outil. Donc il faut juste l'activer. Et c'est une IA, ce n'est pas une personne humaine qui fait la traduction simultanée, c'est plutôt l'IA. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Donc là, c'est juste pour vous donner une petite idée. Donc il y a des choses que nous avons à peu près. Donc si on prend le périmètre de tout le groupe, donc c'est Europe, Moyen-Orient, Afrique. Donc on a à peu près au sein du groupe à peu près 300 projets autour de l'IA.
Aujourd'hui, en fait, on a plus effectivement de projets autour de l'efficacité ou l'efficience opérationnelle. Et puis, donc, en termes de pipe, plutôt entre la recherche et la vraie vie, donc vous avez effectivement ces proportions. Vous avez effectivement ce qu'on a déployé est à peu près l'équivalent de ce qui est en construction et ce qui est encore un peu plus en avance de phase jusqu'à la recherche. Alors, quelques exemples. Donc, je parlais tout à l'heure, effectivement, de vous donner quelques exemples de ce que nous faisons. Donc, j'espère que je suis dans les temps. Là, un exemple qu'on appelle chez nous Smart CAPEX. Donc là, c'est exactement ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. C'est-à-dire que, comme vous le savez, un réseau mobile, téléphonie mobile, il est composé de cellules. C'est pour ça d'ailleurs que les anglo-saxons utilisent jusqu'à aujourd'hui. Ils ne disent pas réseau mobile, ils disent plus réseau cellulaire, parce qu'il est décomposé en cellules. Donc chaque cellule, je ne sais pas si vous avez vu des antennes sur des toits d'immeubles, donc chaque cellule est couverte par une antenne. Et donc une antenne, elle a un voisinage qui peut être plus ou moins grand, en fonction du fait qu'on soit en centre-ville avec pas mal de bâtiments où on reste campagne. Donc il y a des réglages qui se font. Mais en tout cas, le principe, c'est toujours j'ai une antenne qui couvre une certaine zone qu'on appelle une cellule. Et quand supposez que les cellules qui sont noires sont déjà déployées, et donc j'ai le choix de d'étendre en fait, mon réseau avec cette cellule-là, celle-là ou celle-ci. Et donc avant, on le faisait un peu pluviométriquement. Et avec l'IA, en fait, c'est quelque chose que nous faisons d'une manière un peu plus structurée, un peu plus intelligente, par rapport à des prédictions sur les usages possibles et sur, évidemment, le retour business possible. Évidemment, on est une entreprise, hein, on n'est pas dans le monde académique. On ne fait pas les choses parce que c'est à la mode. On fait les choses parce que c'est bénéfice pour l'entreprise, pour son business et pour que l'entreprise vive. Donc, du coup, effectivement, l'IA peut nous aider à décider quelle serait, si j'ai la possibilité d'étendre mon réseau ici, ici, ici ou là, donc je peux effectivement me faire aider par l'IA. Et c'est quelque chose qui est tellement intéressant et bien fait que finalement, quand on compare ce que nous faisons aujourd'hui avec ces approches et ce qu'on faisait avant, par des techniques un peu plus de planification de réseau classique, ça c'est de la planification de réseau, c'est-à-dire comment raisonner sur le réseau avant même sa création, avant son existence réelle, physique et commerciale. Donc en fait, cette approche-là nous montre, donc là avec le recul, c'est quelque chose qu'on a commencé par déployer chez Orange Espagne en 2017 à peu près. Et avec le recul, effectivement, on estime, donc malheureusement je ne peux pas vous donner le chiffre réel, mais en tout cas les proportions, donc ça permet effectivement d'avoir des revenus, on va dire de 10 à 20% meilleurs quand on planifie dans le bon ordre l'apparition ou l'extension du réseau. Il faut rajouter une cellule au bon moment, au bon endroit. Et l'IA nous aide à faire ça. Nous utilisons l'IA aussi dans le support, donc dans nos centres d'appel, pour ne pas utiliser le hotline en termes anglais. Donc là, par exemple, ici, c'est quelque chose qui est déployé chez nos collègues d'Orange France et qui vient historiquement de l'entité corporate dans laquelle, qui s'appelle Orange Innovation, à laquelle j'appartiens. Donc en fait, là, par exemple, ici, quand un client appelle donc le support client, notre collègue ici, il a évidemment sa propre connaissance, mais il ne connaît pas absolument tous les détails sur tous les équipements d'Orange, tous les réseaux d'Orange, etc. Tous les téléphones, etc. Donc, ou bien il faut qu'on engage vraiment des gens extrêmement forts donc, pour les mettre dans la hotline. Donc, du coup, en fait, pour éviter soit de rallonger trop le temps de réponse, ce qui n'est pas bon pour l'expérience client, et donc ça peut énerver le client, on fait aider notre agent ici, on le fait aider par des IA depuis
à peu près 3 ou 4 ans, on va dire. Donc c'était des choses un peu élémentaires au début, et ça s'enrichit, ça devient, on a de plus en plus des IA vraiment très consistantes et qui aident beaucoup mieux. Et donc, en fait, l'IA peut aider effectivement à apporter la bonne réponse pour que le client soit satisfait, qu'on résolve en fait son problème le plus rapidement possible, parce que le client, il cherche à être très vite compris et que très vite on apporte une solution à son problème. Plus c'est rapide, mieux c'est. Et donc ça, c'est la première étape. Et puis il y a une deuxième étape, en fait, dans cette relation-là, c'est l'intervention terrain. Donc est-ce qu'il faut envoyer un technicien chez le client pour résoudre le problème, ou est-ce que, juste au téléphone, on est capable de lui dire ce qu'il faut pour résoudre son problème? Et évidemment, s'il y a un déplacement, le déplacement coûte de l'argent. Et pour nous, c'est quelque chose qu'il faut un peu éviter. Donc là aussi, je suis dans une logique d'entreprise. Donc, il ne faut pas non plus dégrader la relation humaine avec le client, ça va de soi. Mais si je peux éviter d'envoyer quelqu'un, c'est mieux. Et donc, il y a effectivement, là aussi, elle aide le collègue du call center ici dans cette prise de décision. Est-ce qu'il faut envoyer quelqu'un ou pas? C'est quelque chose qui peut rapporter gros. Donc, si je mets de côté déjà la satisfaction client, que je ne peux pas mesurer, parce qu'effectivement, si je réponds au client, je lui réponds en 5 minutes et pas en 10, il ne sera que satisfait. Mais je ne sais pas, je sais le mesurer, mais d'un point de vue business, je ne sais pas le mesurer. En revanche, déplacer un technicien, ça, on sait le chiffrer. Et ça, c'est en gros, on a le coût d'un déplacement effectif sur le terrain. Et en gros, avec cette technique, l'IA nous permet d'éviter quelque chose comme 280 000 déplacements terrain par an. Et ça pèse plusieurs millions d'euros. Et c'est un use case, évidemment. Donc, comme je le disais, en fait, nous, on est corporate et on travaille avec tous les pays Orange. On les aide. Soit, effectivement, l'innovation, elle est née dans une entité Orange pays, comme le cas de l'Espagne avec Smart Capex. Et donc là, on se fait le relais de l'Espagne pour repartager avec les autres pays, pour tirer tout le monde vers le haut. Et ça aussi, c'est quelque chose, effectivement, on est en train de le répliquer dans d'autres pays. Alors, il y a un autre exemple aussi qui utilise l'IA. Là aussi, c'est vraiment quelque chose de très, très simple, mais qui peut effectivement rapporter pas mal en termes de delta business. Quand vous allez, par exemple, sur le portail d'Orange France pour renouveler votre mobile, avant, donc c'est-à-dire jusqu'à début 2021, jusqu'à il y a à peu près 2 ans, on va dire, un peu moins de 2 ans, sur notre portail Orange, on présentait en fait les mobiles selon des gammes, le haut de gamme, moyenne gamme, le bas de gamme, ou bien montrer les mobiles selon le fabricant, le téléphone Samsung, les téléphones Apple, etc. Et en février 2021, on a déployé effectivement une autre approche qui utilise beaucoup l'IA. En fait, en gros, l'approche, quand quelqu'un se logue sur le portail Orange, évidemment, s'il est déjà client, on sait qui il est. D'accord? Et le système, évidemment, l'informatique est très rapide. Le temps qu'il se logue et qu'on lui envoie déjà la première page, on sait à peu près, parce qu'effectivement, on mouline les profils de nos clients, évidemment sur des données tout à fait légales, donc on ne fait pas des choses irrégulières. Donc l'aspect éthique, il est vraiment très fort chez nous. On a adhéré très tôt en fait aux aspects éthiques de l'IA. On ne fait pas de ce que vous avez vu historiquement chez Facebook ou Meta aujourd'hui ou d'autres entreprises qui ont été impliquées dans des scandales comme Cambridge Analytica, le Brexit, l'élection de Trump aux États-Unis. On sait qu'effectivement que Cambridge Analytica et Facebook ont joué un rôle direct en fait dans ces choses-là.
Donc là, effectivement, on n'utilise que les données vraiment du client, légalement, et le temps que ça se connecte, les quelques 1 ou 2 secondes nécessaires, donc cette analyse nous permet de lui montrer les types de mobiles qui correspondent le mieux, selon l'IA, selon les IA qu'on a fabriqués, les mobiles qui correspondent le mieux à ses besoins. Parce qu'on sait, en gros, ce qu'il avait comme mobile avant chez nous. On sait combien il consomme chez nous. Est-ce qu'il il est très consommateur de quelqu'un, un commercial qui se déplace beaucoup? Est-ce que juste un père de famille lambda? On a beaucoup aussi légalement l'endroit où il habite, ce qu'il fait, etc. Il y a énormément d'informations que nous détenons sur nos clients. Et donc, on est capable, effectivement, de faire ça. Et avec ça, juste lui présenter, grâce à cette IA, les mobiles qui sont les plus susceptibles de l'intéresser très vite, parce qu'en fait, très vite, il a des choses qui correspondent finalement à ses business. Lui montrer des choses qui, les marques ou les gammes qui lui correspondent pas, ça va consommer plus de navigation, il va naviguer dans 36 000 pages, il risque d'ailleurs de s'embrouiller entre-temps, s'il n'est pas spécialiste, alors que là, c'est clean, très vite, il a les choses qui... Et en fait, ici, on reproduit quelque chose que nous connaissons bien. Quelqu'un peut me dire où, dans notre activité humaine, on a déjà ça sans l'IA? Oui, oui. En fait, l'IA ne fait que, je vous dis, donc, ne fait que copier des choses qui sont bien faites dans nos pratiques d'être humain. Ça ne vous rappelle rien? Exactement. Quand vous allez dans les petits magasins, effectivement, c'est aussi un problème avec les... Je n'ai rien contre les supermarchés, hein, mais vous êtes perdu. Alors que quand il y a beaucoup de gens, moi j'ai autour de moi beaucoup de gens qui ne vont vraiment que dans les petits magasins pour acheter des vêtements, pour acheter des chaussures, etc. Ils ne vont jamais dans les grandes surfaces ou les grands machins, les grands magasins. Parce que, pourquoi? Parce qu'ils sont accueillis par un vendeur qui les connaît depuis un certain nombre d'années. Il ne va pas leur montrer tous les pantalons qui sont dans la boutique ou toutes les paires de chaussures dans la boutique. Il va les amener parce qu'il les connaît bien. Il les amène là où... Et la conversion de l'achat se fait plus rapidement et fait avec une grande satisfaction client. C'est reproduit finalement un peu là par des IA. C'est rien de magique, encore une fois. On ne fait que répéter ce que nous connaissons bien par ailleurs. Et puis, dernier exemple que je vous donnerai, j'espère que je ne suis pas trop... Oui. Donc là, c'est un exemple sur les fameuses antennes mobiles, hein, dont je parlais tout à l'heure. Vous avez certainement vu ça, c'est sur les toits de certains immeubles ou pas certains pylônes quand on n'est pas en zone urbaine. Et donc, en fait, il y a un truc un peu absurde. Donc là, vous allez rigoler. Sachez que jusqu'à ce jour, on est en 2022, les réseaux mobiles existent depuis la première génération, on est la 5e. Enfin, on va dire jusqu'à la 5e d'aujourd'hui, parce qu'il y a une évolution dans la 5e, justement, qui va prendre en compte ce que je vais vous dire là. Jusqu'à aujourd'hui, les réseaux, des réseaux mobiles de tous les opérateurs télécoms, hein, il n'y a pas qu'Orange qui le fait, tous les opérateurs télécoms dans le monde, pas qu'en France, pas qu'en Europe. Quand on déploie des antennes comme ça, on les laisse allumer 24/24. Absurde. C'est comme si, c'est aussi absurde que de dire, bah, je suis chez moi, j'allume les lumières de toutes les chambres, et puis je peux circuler dans la maison, et puis je n'éteins ni cette pièce, ni rien du tout. Donc, voilà. Et c'est vraiment absurde. Et pourtant, je dois avouer effectivement que c'est comme ça. Et donc, dans la 5e génération, effectivement, donc, dans une évolution de la 5e génération, on est en train de voir, donc tout, pas qu'Orange, hein, donc là, c'est un problème vraiment général sur tous les opérateurs télécoms du monde entier. On est en train de regarder des techniques avec les équipementiers qui fournissent ces équipements, de voir comment on peut éteindre ou mettre à mi-puissance des antennes et comment on peut les réveiller. Ça prend du temps, en fait. Sachez que ce n'est pas effectivement comme l'exemple de la chambre dont je parlais. Vous pouvez l'éteindre juste en moins d'1 seconde, donc en appuyant sur un bouton sur un interrupteur.
Là, évidemment, une antenne mobile comme ça c'est pas en une seconde qu'on l'éteint ou qu'on l'allume. Il faut beaucoup de procédures, en fait, et ça peut prendre plusieurs minutes, voire plusieurs heures, des fois. Et donc, c'est pour ça qu'on a pris un raccourci. Depuis que les réseaux mobiles existent, on n'éteint pas les antennes. On dit, c'est simple. Ça marche, ça ne mange pas de pain. C'est absurde. C'est aussi pour garantir la disponibilité du réseau, non? Oui, absolument. 24 heures, on ne sait pas qui va appeler, qui ne va pas appeler. Exactement. Merci pour la transition. C'est là où l'IA peut nous aider à faire des prédictions. Et donc en collectant pas mal de données sur plusieurs années de trafic, ça, c'est des données que nous avons. On est capable de savoir effectivement les quartiers ou les endroits où il y a de l'activité tout le temps, ou les endroits où il n'y a pas un chat. Vous prenez un centre commercial le week-end, ou une zone d'affaires administrative, il n'y a pas un chat. Il y a pas que les week-ends, la nuit, donc entre, je sais pas, 2 heures du matin et 5 heures du matin, il y a des endroits où il ne se passe rien du tout. Il y a des endroits aussi, des petits villages où l'été, il ne se passe rien. Donc, du coup, effectivement, donc on a regardé effectivement par rapport à nos données, par rapport à plusieurs années de trafic, donc comment effectivement notre trafic évolue. Évidemment, tous les opérateurs ont ces données-là aussi, il n'y a pas qu'Orange. Et donc, on est en train de travailler sur des IA qui anticipent. Et donc là, pour répondre à ta question, il ne s'agit pas d'éteindre toutes les antennes. Là aussi, l'IA peut nous aider à la fois, peut nous aider en fait à identifier quelles sont les antennes, une antenne sur 2 ou une antenne sur 3 dans une région donnée, qu'il faut éteindre sans pour autant dégrader la qualité vue du client. Exactement. Et donc ce vigile-là, au lieu de le raccorder à l'antenne qui est sur le centre commercial, on peut connecter cette personne-là, ou son mobile plutôt, à une antenne qui serait dans une zone adjacente, donc dans le premier village ou la première ville qui est à côté. Ça dégrade légèrement la performance, donc ou la qualité du téléphone, par exemple, si on utilise le téléphone, ou les données, le débit des données, si on est en mode data. Et donc, on est capable, effectivement, de savoir quelles sont. Donc, l'IA nous dit quelle est la proportion des antennes qu'on peut éteindre ou mettre à mi-puissance, et est-ce par région, une antenne sur 2, une antenne sur 3, une antenne sur 4, pour garder effectivement cette qualité de service minimale. Donc, et ça permet de faire notamment, donc, quoi? Des gains en énergétique énormes. Et là, pour la verdure, c'est tant mieux pour notre terre. Ouais. Beaucoup. Je peux pas là, c'est confidentiel, je ne peux pas le dire, mais c'est énorme. Et ça, pour nous, c'est un geste pour la planète et c'est aussi un geste pour nous, parce que nous faisons des économies d'énergie énormes. La facture, je ne peux pas vous donner les chiffres, mais c'est énorme. Voilà, je me dépêche. Donc là, c'est juste pour s'il y a des chercheurs parmi vous. Non, oui, donc voilà, comment on est organisé au sein de l'IA. Pardon, d'abord, j'aimerais bien, pour ceux qui ne connaissent pas, vous connaissez ce monsieur? Qui ne connaît pas? Tout le monde connaît? Yann Lequin, c'est un Français, il travaille, c'est chez Meta, donc j'ai oublié de le modifier. Il est dans le laboratoire de recherche sur l'IA Meta. Il était le patron de ce même laboratoire il y a quelques temps, mais il n'est plus, mais il continue à travailler quand même pour Meta. Il est prix Turing 2019. Vous vous rappelez de Alan Turing? Je ne sais pas si vous le connaissez, donc là j'ai des slides, mais dans cette présentation je l'ai supprimé. Alan Turing, c'est, d'ailleurs j'ai vu dans la frise que vous affichez là, l'histoire finalement récente, moderne de l'IA commence en 1956 pour vous. Ce n'est pas totalement vrai. C'est un article célèbre paru en 1950, rédigé par Alan Turing, qui est l'article fondateur de l'IA moderne. Et d'ailleurs, en l'honneur de Alan Turing, on a créé en fait un prix, le prix Turing, parce que comme vous le savez, quelles sont les 2 grandes disciplines où il n'y a pas de prix Nobel? Les maths, médaille Fields, et
et l'informatique. Donc l'informatique, le prix Nobel de l'informatique, c'est le prix Turing, créé en 1956 pour rendre hommage effectivement à ce mec. Et pour moi, Alan Turing, donc malheureusement, enfin, dans cette présentation, j'en parle pas. J'ai raccourci un peu mes slides. Mais pour moi, c'est vraiment une personne, enfin, probablement, en tout cas pour moi, j'espère que je ne fais pas trop de... J'ai pas trop de faibles pour les gens qui font de l'informatique ou de l'IA ou des mathématiques. Pour moi, c'est vraiment l'esprit le plus brillant du XXe siècle. On parle d'Einstein, on parle de beaucoup de physiciens, mais pour moi, c'est un esprit remarquable. Si vous n'avez pas... Il y a un film qui s'appelle Imitation Game, qui parle de sa vie d'une manière pas forcément très belle. En tout cas, voilà. Donc c'est un mec absolument incroyable. Il est mort jeune, malheureusement pour lui et pour nous, pour la science, parce que à son époque, pour ceux qui connaissent le film, ils connaissent certainement l'histoire. Il était homosexuel à cette époque-là, dans les années 40. 50, c'était pas forcément quelque chose d'acceptable dans la société britannique de l'époque. Et en fait, on l'a condamné soit à faire de la prison ferme, soit de prendre un traitement castrateur. Il a fait le mauvais choix. Il pensait effectivement éviter la prison, l'humiliation de la prison, donc, avec tout ce qu'il a fait, par ailleurs, sur l'IA, sur plein d'autres sujets. Donc en évitant, voilà, on voulait éviter la prison, il a pris le fameux médicament castrateur qui l'a tué. Donc il est mort à l'âge d'une quarantaine d'années, je pense. Il est né en 1912 et il est mort en 1954, donc 4 ans après l'article célèbre fondateur de l'IA. Et s'il avait vécu 20 ans de plus, je ne sais pas ce qu'il aurait fait, ce mec-là. C'est vraiment un mec hors pair. Donc on a quand même, on n'a pas Alan Turing en France, mais on a Yann Lequin, même s'il ne travaille pas en France, mais il a fait toutes ses études jusqu'à sa thèse de doctorat en France. Il n'a pas de formation américaine. Et puis donc, là, juste pour vous dire comment, effectivement, nous a encore une fois Orange, je vous ai parlé effectivement de la partie business, mais nous avons une partie aussi recherche et développement, et ça peut intéresser certains d'entre vous. Donc en gros, moi je fais partie de cette entité-là, donc innovation IA et data. Et puis j'ai des collègues qui travaillent côté recherche. D'ailleurs, l'un de nos labos, il n'est pas très loin d'ici, donc Orange Sophia Antipolis, il doit être à 1 km ou 2 d'ici. Pour ceux qui... 1 km. Donc, il y a une partie de nos activités, effectivement, autour de l'IA ici. Et effectivement, donc, cette partie-là, elle s'implique dans des projets français, européens ou internationaux. Et puis, donc, il y a évidemment donc, une interaction et une implication aussi autour de l'écosystème de la recherche, là, industrielle et standardisation entre les deux. Et puis là, effectivement, nous, on est dans l'entité qui nourrit un peu le global d'Orange, le régional ou le local, donc à travers comment on dit subsidiaries, les filiales d'Orange. Donc, comme je l'ai dit, en Europe, au Moyen-Orient ou en Afrique. Donc, voilà comment ça marche. Et puis, encore une fois, pour les chercheurs, donc je ne vais pas commenter ça parce que ça va être indigeste pour certains d'entre vous. Les sujets qui nous intéressent le plus, très en voisinage de nos préoccupations. Donc, il y a tout ce qui est apprentissage qu'on appelle faiblement supervisé, weak supervised learning. Parce que quand, par exemple, on attaque la 5G, pour ceux qui connaissent un tout petit peu, on n'a pas beaucoup de données, en fait, au départ, pour faire du machine learning, pour éduquer des IA, pour faire de l'apprentissage. Et donc, en fait, il y a des techniques qui se basent... avec lesquels on peut faire de l'apprentissage avec peu de données. WIC, ici, il faut l'entendre, des jeux de données limités et bruités, pas WIC au sens de faible de la force. L'apprentissage distribué, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Pourquoi ? Parce que notre réseau, c'est un système réparti ou distribué par construction. Donc, effectivement, les IA où il n'y a pas une IA centrale qui voit tout, mais des IA déployées un peu partout qui coopèrent, c'est quelque chose qui nous intéresse. Les approches génératives, la prédiction donc, sur les séries temporelles, l'IA verte, je parlais tout à l'heure de Green AI, comment faire des IA qui consomment le moins d'énergie possible dans la phase d'apprentissage, qui nécessite beaucoup de calculs et beaucoup d'électricité. Les calculs, c'est toujours de la capacité
c'est des ordinateurs qui tournent. Et donc, l'IA verte, c'est une discipline qui est née en 2019, elle est récente, qui permet effectivement, c'est un peu mathématique, c'est pour effectivement mieux maîtriser les algos et leur convergence dans des temps plus courts. Donc en fait, on a créé ça pour que voilà, qu'on arrive à faire des IA de bonne qualité, mais sans trop consommer d'énergie. Je me dépêche, dernier slide. Donc on s'intéresse aussi, comme je le disais tout à l'heure, sur tout ce qui est gouvernance de la donnée agile, cette nouvelle génération, ce qu'on appelle aussi data democracy. Donc c'est la possibilité d'ouvrir et de partager nos données, modulo évidemment des droits, hein, pas ouvrir nos données à tous les vents, ou les mettre sur la place publique. Non, non, il s'agit de partager. Donc, dans beaucoup d'entreprises, en fait, il y a eu, comme chez Orange, historiquement, il y a eu ce travers-là. Chaque département, chaque équipe qui avait des données, elle pense que ces données lui appartiennent et ne partagent pas. Or, pour faire des IA de bonne qualité, il faut partager le plus possible de données. Et donc, il faut ouvrir, il faut casser ce qu'on appelle les silos dans le jargon, pour que la donnée soit partagée, mais évidemment d'une manière contrôlée et pas forcément ouverte à tous les vents. L'affective computing, comme je l'ai dit, pour nos hotlines, les aspects éthiques aussi. L'autonomie computing, c'est quelque chose d'extrêmement important. J'arrêterai dessus. L'IA va nous permettre de réaliser quelque chose, effectivement, qui est une idée qui est sortie des labs d'IBM en 2001. Donc, ça a plus de 20 ans maintenant. C'est en fait, là aussi, c'est quelque chose qui ressemble un peu à ce que nous avons en nous, dans notre corps. Donc, des fois, je ne sais pas si il vous arrive, comme nous tous, d'avoir des petites blessures ou des choses comme ça. Des fois, on ne prend même pas la peine de réparer, hein, on ne met rien du tout, et puis ça cicatrise, et puis ça s'en va tout seul. Pourquoi ? Ou quand on est attaqué par un virus quelconque, notre corps, qu'est-ce qu'il fait ? Il se défend de lui-même. Donc, si vous avez un rhume ou si vous avez, je ne sais pas, tel ou tel virus, vous ne prenez pas systématiquement du médicament. Donc, le corps, il est capable de se défendre tout seul. Avec l'IA, on cherche à faire des systèmes informatiques qui soient capables, effectivement, de faire de l'autoconfiguration ou de l'auto-optimisation, de l'autoprotection et l'auto-réparation. Ça, c'est vraiment une inspiration qui vient, je vous parlais au début de l'IA entre la médecine ou les biologistes, les neurologues et le monde des maths et de l'informatique. Vous avez ici un autre terrain de jeu qui va permettre en fait à ces deux communautés d'échanger. Et puis parmi les gros challenges aussi de la technique et des scientifiques, c'est plus technique ici. Sachez qu'il y a énormément d'open source. On n'a jamais eu les principaux outils aujourd'hui autour de l'IA, et notamment les bibliothèques de machine learning, sont plutôt open source pour tout un tas de raisons. Je n'aurai pas le temps de vous expliquer pourquoi, parce qu'il y a des choses effectivement où c'est plutôt de la bonne intention de partager, mais il y a aussi des astuces stratégiques derrière, donc de la part d'un certain nombre d'acteurs, Google, Facebook, Microsoft et quelques autres qui diffusent. Il y a vraiment, nous avons en France, avec Scikit-learn, je ne sais pas si pour ceux qui connaissent un tout petit peu, c'est probablement l'une des rares communautés où il n'y a rien caché derrière. C'est vraiment de l'open source, au sens où je l'ai connu plus jeune. J'ai fait beaucoup d'open source dans ma prime jeunesse. Et puis j'arrêterai là, donc sur ce slide, que Yoshua Bengio, il est aussi co-prix Turing 2019 avec Yann Lequin. Et j'ai été en fait à une présentation en 2017, c'est pas si récent que ça. À l'école polytechnique, il a fait une conférence assez éblouissante à l'époque. Il est vraiment l'un des, avec Yann Lequin, parmi les deux grands cadors du deep learning dans le monde. Et en gros, en fait, bien qu'il soit très scientifique, il dit l'aspect scientifique, effectivement, il est en train de progresser autour de l'IA, mais il faut faire gaffe aux aspects sociétaux et aux aspects économiques qui peuvent apporter une grande rupture. Et puis, donc, il encourage tout le monde à travailler sur des IA au bénéfice de l'être humain et pas contre l'être humain. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc, ne faites pas ça.
Donc je laisse la main à Sébastien et puis on fera une session de questions-réponses à la fin, si vous voulez bien. J'espère que tu ne seras pas aussi bavard que moi. Je suis désolé, mais... Bonjour tout le monde. Faisal vous a beaucoup présenté comment l'IA transforme nos métiers. Moi, je suis venu vous présenter avec quoi on est en train de transformer la cybersécurité. Mon périmètre, c'est Orange France. Je ne suis pas au niveau groupe. L'idée, c'est de vous faire toucher du doigt un peu comment la famille des auto-encodeurs, des réseaux de neurones, a transformé le métier de la cybersécurité chez nous. Et donner aussi quelques clés pour comprendre la philosophie des auto-encodeurs pour les non-initiés. Donc c'est tout ce que je vais vous présenter, c'est sur un Google Colab. Je pense qu'on mettra le lien après dans les comptes rendus de la présentation. En principe, vous avez tous accès en lecture, il n'y a pas de souci. Vous vous doutez bien que dans le cadre de ce TP, on va dire, je ne peux pas présenter des données de l'entreprise. Donc on va se baser sur un fork un peu du jeu de données KDD 99, qui comme son nom l'indique date de 99, donc il est un peu vieux, et présenter quelques défauts, et non des moindres, on reviendra dessus tout à l'heure. Je suis déjà en train de parler de mon retour d'expérience, alors que j'avais une mission, c'était vous dire qu'Orange recrute, et que le lien est dans le Google Colab. Ça y est, c'est fait, on peut passer au retour d'expérience. Alors, on fait rien de très exotique, en fait, pour ceux qui manipulent le Python. On importe des libs Python, c'est du grand classique, hein, du TensorFlow, du Keras, Pandas, NumPy, scikit-learn, justement. Et donc, on va charger le NSL KDD dataset. En fait, c'est juste le jeu de données de la KDD Cup 99 qui a été rééchantillonné pour éviter, les doublons. Parce que principalement, le jeu de données de la KDD Cup avait énormément d'attaques et très peu de données normales. Et bizarrement, non, c'est logique. Ce que je dis souvent au niveau de la cybersécurité, c'est qu'on ne cherche pas une aiguille dans une botte de foin, surtout sur la nouveauté, la détection de nouveautés. On cherche ce qui n'est pas du foin dans la botte de foin. Je ne suis pas capable de caractériser ce que je cherche en fait à l'avance. Je cherche juste quelque chose de différent de la normale. Donc, et c'est là où les auto-encodeurs apportent énormément. Parce qu'en fait, comme je suis incapable de définir ce que je cherche, je vais définir ce que je ne cherche pas. Et à partir de cette définition-là, je vais prendre tout le reste. Donc ça, c'est bon. On est dans la vulgarisation, mais... Et il y a une modification aussi qui a été apportée au jeu de données de la KDD Cup. C'est qu'en fait, il y a eu un rééchantillonnage des logs qui correspondent à des attaques. Alors j'ai oublié de dire que c'était en fait des trames réseau qui correspondent à une tentative d'intrusion dans un système. Donc on verra, il y a plusieurs types d'attaques. Et ces attaques sont classées par difficulté à découvrir. Et du coup, il y a eu un rééchantillonnage dessus, un sampling. Donc là, on a 2-3 statistiques sur comment le dataset KDD a été transformé. Juste voir qu'il y a 90% des attaques qui ont été supprimées parce que des doublonnés, parce que trop d'attaques par rapport aux logs normaux. Donc la première chose qu'on fait, c'est les récupérer données sur un repo GitHub, et 2, renommer les colonnes pour avoir quelque chose de plus compréhensible. Voilà, les principales features, là on est vraiment sur des trames réseau, donc du coup on va avoir des caractéristiques comme la durée de la connexion, le nombre de bits qui ont transféré, alors est-ce que c'est une connexion entrante ou sortante vis-à-vis du réseau, combien il y a eu de logs d'erreurs sur la session, ce genre de choses, quoi. Donc sur les données brutes, on a 40 features, donc 40 colonnes et plusieurs centaines de milliers de logs. Une chose importante, c'est de voir que sur les datasets, hop là, si je vais tout au bout, j'ai la colonne Outcome qui est particulièrement importante parce qu'en fait, c'est elle qui vient me caractériser si je suis face à une anomalie ou si je suis face à une attaque. Et si je suis face à une attaque, quel est le type d'attaque? Donc là, par exemple, on voit 3e ligne, c'est une attaque de type Neptune.
Alors moi, je suis data scientist, je ne suis pas un expert cybersécurité. Mais bref, ça me sert à définir quelle va être, enfin, ça me sert à labelliser en fait mes données. Ce qu'on va faire derrière, c'est qu'en fait, je vais juste me concentrer sur le fait de détecter si je suis face à une attaque ou non. Et par contre, pour l'analyse des performances des algorithmes, on le fera type d'attaque par type d'attaque, juste pour l'analyse statistique. Là, on va un peu plus loin. Donc là, c'est exactement ce que je disais, c'est qu'en fait, on a une colonne qui donc nous sert à définir si on est face à une attaque et si oui, face à quel type d'attaque on est. On se rend compte très rapidement dans le dataset, c'est qu'on a le dataset est séparé en deux, le jeu d'apprentissage sur lequel on va entraîner l'algorithme et le jeu d'évaluation sur lequel on va s'évaluer. C'est un grand classique. On se rend compte qu'on n'a pas le même nombre de labels sur le jeu d'apprentissage que sur le jeu de test. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va répartir les attaques en 4 grandes familles d'attaques. Les probes, les user to root, donc l'extension de privilèges, les remote to local, donc là on est plutôt sur une attaque externe qui vient tenter de pénétrer un réseau informatique. Et les attaques de type DOS, alors là on est sur de la force brute, où on tente de dépasser les capacités de matériel réseau pour les faire tomber, quoi. Et les probes qui viennent scanner. L'idée, voilà, oui. Là, en l'occurrence, c'est un jeu de données qui a été construit. Et alors, vous dire exactement où ça a été analysé, j'en sais rien. Il faut aller regarder la description du jeu de données. Où ont été les points de mesure, je suis incapable de vous le dire. Est-ce que ça a été le périmètre du réseau informatique ou est-ce qu'il y avait plusieurs points de passage obligés dans le réseau? Je ne sais pas. Mais du coup, c'est une excellente question. J'irai me renseigner. Hop là. Non, mais c'est une bonne question. Et du coup, ce qu'on va faire, donc on a travaillé sur nos labels, ce qu'on cherche à prédire. Maintenant, on va travailler sur notre donnée. Rien d'exotique non plus. On va faire 2 transformations, une sur les colonnes numériques et une sur les colonnes, qu'on va dire, catégorielles. Sur les colonnes numériques, on scale sur le min-max. Donc en gros, le minimum va être mis à 0, le maximum de la valeur de la colonne va être mis à 1. Et donc du coup, je m'assure que toutes mes données vont être dans l'échelle 0,1. Sur les features catégorielles, sur les données catégorielles, là par contre, on va faire du one-hot encoding. Donc du coup, technique classique où en fait, si j'ai 3 catégories A, B et C dans une colonne, je vais le décomposer en 3 colonnes qui va être est-ce que j'appartiens à la catégorie A? Oui, non, donc 0 ou 1. Est-ce que j'appartiens à la catégorie B? Oui, non, 0 ou 1. Est-ce que j'appartiens à la catégorie C? Oui, non, 0 ou 1. Et donc du coup, là où je passais d'un environnement, enfin d'un espace où j'avais, on va dire, une dimension 40, cette technique de pré-processing va faire que je me retrouve dans une dimension 120. Donc on va avoir du mal à se le représenter, mais voilà. On est dans un espace de dimension 120, et on va voir qu'avec les auto-encodeurs, on va ramener cet espace à 5 de dimension. Donc en fait, on fait une énorme réduction de dimension, et c'est ça la clé des auto-encodeurs. Des petits warnings, il va falloir que je change le code. Et là, on rentre dans les auto-encodeurs. Alors, c'est une partie fondamentale pour comprendre le reste de la session. Donc, n'hésitez pas à poser des questions là-dessus. Le principe de l'auto-encodeur est assez simple, en fait. C'est qu'on a des données en entrée et on va chercher à ce que l'auto-encodeur nous reproduise les mêmes données en sortie. Facile à faire, sauf qu'on va lui poser des contraintes qui font qu'il va devoir compresser la donnée au milieu, sur une couche qu'on appelle l'espace latent, qui a une dimensionnalité qui est bien plus faible que l'espace d'entrée et l'espace de sortie. Un point qui est extrêmement positif sur les auto-encodeurs, c'est qu'on reproche souvent aux réseaux de neurones d'être des boîtes noires, des black box, d'être incompréhensibles ou peu compréhensibles. L'avantage des auto-encodeurs, c'est que sa sortie, c'est le même environnement, c'est le même espace que l'espace d'entrée. Du coup, c'est un langage qu'on comprend. Si en entrée, je mets des trames réseau, en sortie, j'ai des trames réseau. Et donc, du coup, je suis capable de lire ce qu'il avait prédit
par rapport à l'entrée. Donc du coup, là, c'est ce que j'illustre lorsque je fais apprendre mon réseau de neurones, où j'ai mon petit champignon en 3D qui rentre dans l'auto-encodeur, qui va être compressé et énormément dégradé en termes de qualité. Et finalement, l'auto-encodeur, il a appris à compresser, il va apprendre à reconstruire la donnée en sortie. On sait que la sortie ne va pas être exactement ce qui a été en entrée, mais justement, c'est cet écart qui va être important de mesurer, et c'est là-dessus qu'on va travailler par la suite. Où est-ce que j'étais? Voilà, tout. Je me suis concentré sur les champignons. Donc l'idée vraiment là, c'est que mon auto-encodeur, il a appris sur un type de données. Quand je vais lui demander non plus d'apprendre, mais de prédire sur de nouvelles données, ben, il va chercher à compresser l'information et décompresser l'information par rapport à ce qu'il a perçu lors de la phase d'apprentissage. Donc là, sur mes images de champignons, ben, je lui mets des champignons, il arrive facilement à les reconstruire. Par contre, à la fin, je lui mets une pastèque, ben, il va me faire un espèce de champignon avec peut-être des couleurs de pastèque. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est de faire la différence entre la sortie et l'entrée. Et justement, c'est là où, dans la philosophie, on revient à ce que je vous ai dit, c'est je suis capable de définir ce qui est normal, je ne suis pas capable de définir ce que je cherche réellement. Et en fait, c'est ça que je suis en train de faire. C'est ce que l'auto-encodeur a fait, c'est qu'il a appris ce qui était fréquent et ce qui était normal. Et en comparant ce qu'il cherche à recréer par rapport à l'entrée, ben en fait, sur quelque chose qu'il n'a pas perçu lors de son échantillon d'apprentissage, il va faire des erreurs monumentales. Alors, monumentales, j'exagère un peu, mais on va voir que son erreur va exploser. Comme c'est vraiment fondamental sur le reste de la présentation, s'il y a une question maintenant, n'hésitez pas. J'ai été super clair, c'est génial. Alors, je ne sais pas s'il y a des micros dans la salle, du coup, je vais répéter la question. La question avait trait en fait au fait que le réseau de neurones, est-ce que le réseau de neurones concentrait son apprentissage sur la compression des données ou la reconstruction, ou les deux? La réponse, c'est les deux. En fait, c'est un réseau de neurones qui est un peu siamois, et le premier, par exemple, sera totalement symétrique, c'est-à-dire que je vais avoir la compression de données qu'on appelle encodage, qui va être vraiment une partie à part entière du réseau de neurones, sur laquelle on va juxtaposer une phase qui va être plus générative, qui va être la recomposition à partir de l'espace compressé de mes données, et qui va être le décoding. Et du coup, en fait, l'apprentissage des deux se fait en même temps, en fait. Alors, après, il y a plein de papiers de recherche qui ont des stratégies d'apprentissage qui sont différentes, hein. Je parle d'un cas général. Et là, en plus, on est vraiment sur l'algorithme PER, qui doit avoir au moins 15 ans d'ancienneté, soit une éternité dans le monde de l'IA. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que là, le réseau de neurones que j'ai utilisé sort d'un papier de recherche qui date de 2021, je crois, où en fait, ils ont cherché à trouver la manière la plus optimale de détecter les anomalies sur ce jeu de données-là. Et en fait, il se trouve que l'architecture optimale, c'est 5 couches de neurones, 122 neurones, 32, 5, puis après on revient, 32, 122. Donc voilà, on sent bien cette notion de je me projette dans un espace de plus en plus restreint, et après je reconstruis et je me reprojette dans un espace de plus en plus grand. Et donc ça, ce serait, en tout cas d'après le papier de recherche, le réseau de neurones ayant la performance optimale pour du non supervisé, pour des auto-encodeurs dits classiques. Donc on vérifie que l'erreur décroît lors de l'apprentissage. C'est le cas, on est content. Donc il apprend quelque chose. Donc pour mémoire, vous avez l'architecture du réseau de neurones. Donc on voit bien qu'on passe de 122 à 32, de 32 à 5, et puis après on remonte. Alors à savoir que je ne sais pas s'il y a des spécialistes, mais je suis un grand fan de la fonction d'activation relue, et du coup...
Alors, l'avantage de Relu, c'est que... Alors, la question, en fait, du coup, avait trait à pourquoi utiliser la fonction d'activation Relu. En fait, la fonction d'activation Relu, pour resituer, en fait, elle utilise le maximum entre 0 et l'entrée. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que c'est super efficace à calculer. C'est facile. Il y a des fonctions qui sont bien plus compliquées. Et surtout, lors du pré-processing, on s'est positionné dans un espace sur R+, donc sur des entiers, enfin sur même moins que R+, mais sur des entiers positifs. Et du coup, on n'a pas de valeur négative, ce qui pose pas mal de problèmes avec Relu. Et du coup, c'est presque un réflexe, j'ai envie de dire, par défaut. Sur ce cas de figure-là, j'ai repris texto ce qu'il y avait dans le papier de recherche. Sur le cas de figure d'après, c'est du Relu, mais ce sera un choix. Mais c'est pour les mêmes raisons, c'est qu'en fait, c'est facile à calculer, donc ça va vite. Et c'est ce qui m'intéresse pour la deuxième partie de la présentation. Et comme c'est facile à calculer, c'est aussi efficace en termes de consommation énergétique. Et Faisal en a parlé, on est de plus en plus challengé. En fait, le métier de data scientist est en train de changer. Pas que par les directives, mais c'est aussi des choix personnels, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus challengé et on se challenge entre nous, dans la communauté, de plus en plus, sur la performance énergétique de nos modèles. Donc à savoir typiquement le temps d'apprentissage, le coût que ça coûtait. Là par exemple, on va voir que j'utilise à peu près 8000 paramètres à optimiser. Dans la deuxième partie, on fait mieux avec moins de 4000. C'est des petites astuces comme ça qui font qu'on voit que l'IA progresse. Et alors sur ces sujets-là, en tout cas, ça va vraiment dans le bon sens, je trouve. Mais du coup, j'ai pas testé les autres fonctions d'activation, mais c'est vrai que chez moi, c'est un réflexe Relu. Vient ensuite l'évaluation. Donc, par exemple, on voit que, alors, quand je dis on voit que, c'est parce que pour moi c'est évident, mais on le voit à ce niveau-là. On voit qu'on a pas loin de 20% de faux positifs, donc 19% de faux positifs. Donc, c'est-à-dire que c'est des requêtes qui ont été labellisées comme normales, mais qui ont été détectées comme anormales. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que sur les différentes catégories d'attaques, par exemple sur probe et les détections d'attaques de type DOS, on est à plus de 96%, 96 et 99% de reconnaissance. Donc là, c'est vraiment enthousiasmant. Et sur les intrusions depuis l'extérieur, les R2SL, on est à 84%. Et sur les extensions de permission, on est à 73%. Ce qui est pas mal du tout. On a la matrice de confusion, qui est toujours intéressante à lire si j'arrive à la charger. Ah non, il la rejoue. Oh, je vais avoir une erreur. Bon. Alors j'avais une super matrice de confusion. Voilà. Comme j'ai pas déroulé les cellules précédentes, bon. Ce qui m'arrange, c'est que quelque part, je vais avoir quasiment les mêmes résultats avec le deuxième réseau de neurones, donc on pourra commenter plus en avant la matrice de confusion derrière. Et ce qui est également intéressant, alors, c'est tout en Python là. C'est tout du Python. C'est un grand classique. On reproche souvent à Python le fait d'être peu efficace en termes de vitesse de processing, de puissance de calcul. Je pense que être un bon développeur Python, c'est savoir bien utiliser les libs qui, elles, sont implémentées en C++. Donc, être un bon développeur Python, c'est utiliser pas du Python. Et là, ce que j'aime bien sur ce graphe, c'est qu'on voit bien en fait quel pourcentage de la population des différentes attaques et requêtes normales a été considéré comme au-dessus du seuil ou en dessous du seuil, sachant que là, dans ce cas de figure-là, l'approche a été extrêmement naïve sur la définition du seuil. Le seuil de reconstruction qui me permet de séparer une attaque d'une requête normale, là, c'est la moyenne, la performance moyenne obtenue lors de l'entraînement. Dans le cadre de ce TP-là, je ne l'ai pas du tout optimisé. D'un point de vue opérationnel, ce qui est extrêmement important, c'est d'utiliser, en fait, d'adapter ce seuil à votre capacité à lancer des contre-mesures.
C'est-à-dire que vous allez avoir des contre-mesures automatisées, mais vous allez avoir également des contre-mesures qui vont faire appel à des experts sécurité, qui ont du coup une force au travail qui est limitée par définition. Et donc, vous allez être capable d'adapter votre seuil de détection à la capacité des équipes à traiter ces cas problématiques sur lesquels il faut investiguer. Parce qu'on fait de la détection de nouveautés, on ne fait pas de la caractérisation. Tout ce que je dis, c'est qu'il y a quelque chose de suffisamment louche pour être une attaque dans ce cas de figure. Et dans la vraie vie, c'est comme ça que ça se passe aussi. C'est qu'en fait, les auto-encodeurs nous servent à faire des espèces d'énormes filtres intelligents qui vont dire, attention, ça c'est louche, il faut le challenger. Soit on le challenge avec une contre-mesure automatisée, soit on fait appel à un expert pour analyser ce qui s'est passé et du coup investiguer sur le cas de figure. Alors je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire, c'est mon retour d'expérience, c'est comme ça qu'on fait. Et donc du coup, ce qu'on voit, c'est que l'approche naïve de définition du seuil, mine de rien, elle est assez efficace, puisqu'on a la majorité des attaques qui se retrouvent au-dessus du seuil et la majorité l'immense majorité des requêtes dites normales en dessous du seuil. Donc ça, c'est on va dire, une première victoire. Donc là, ce que je vous ai présenté, c'est un peu le grand-père des auto-encodeurs. Vraiment, on est sur du très classique, je ne fais pas partie de la recherche, donc je suis vraiment dans la production. Et on va avancer dans le TP sur quelque chose d'un peu plus récent, donc les denoising auto-encodeurs, donc les auto-encodeurs qui débruitent. La philosophie, c'est exactement la même, c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur votre compréhension ou non de la philosophie des auto-encodeurs. Ce type d'auto-encodeur, c'est la même chose, sauf qu'on va rajouter du bruit lors de l'apprentissage sur les données d'entrée. L'objectif, c'est que l'auto-encodeur soit plus robuste et améliore sa capacité à compresser la donnée sur une donnée biaisée et qu'il soit également capable de reconstruire une donnée de qualité à partir d'une représentation biaisée également. Donc on a la même philosophie au niveau de l'auto-encodeur, c'est vraiment au niveau de l'entrée, où on va chercher à ajouter du bruit automatiquement. Quand je dis ajouter du bruit, c'est vraiment beaucoup de bruit. On va le voir là, j'ai un drop-out de 50%, donc en gros j'ai 50% de ma donnée qui est inhibée. Cet auto-encodeur-là est bien plus petit. Je pense qu'on le voit après. Bon, là, on voit qu'il s'entraîne, c'est génial. Voilà, on passe d'une couche de 122 à une couche de 15, et de 15, on repasse à 122. Donc, il a moins de couches et il a moins de dimensions. Alors, il a plus de dimensions sur l'espace latent, mais au total, il a moins de 4000 paramètres à optimiser. Donc, il est 2 fois plus économe que le précédent. En termes d'évaluation, alors je vais montrer la matrice de confusion, parce qu'on ne l'avait pas vu tout à l'heure. Les résultats sont sensiblement meilleurs. Je voulais juste un petit peu commenter, parce que l'idée des matrices de confusion, c'est de présenter, de comparer en fait les prédictions avec la vérité. Donc vous avez à gauche la vérité. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est une attaque? Et les prédictions sur l'axe horizontal. Donc du coup, vous pouvez placer ensuite vos points. J'ai prédit que c'était normal et c'était réellement normal. J'ai prédit que c'était une attaque et c'était réellement une attaque. Donc en gros, avoir des gros chiffres sur cette diagonale, c'est très bien. Ailleurs, c'est moins bien. Donc typiquement, on voit que les axes d'amélioration touchent principalement les requêtes qui sont normales et qui ont été considérées comme une attaque, donc mes faux positifs. Après, ça va dépendre du métier, et l'intérêt, c'est qu'on peut jouer avec le seuil aussi pour améliorer les choses. Ce qui est également extrêmement facile avec ce genre de réseau de neurones, c'est enrichir les données en fait. C'est-à-dire que vous avez un jeu de données à l'instant A, vous allez le croiser avec un autre jeu de données pour enrichir votre jeu de données. Si vous avez fait votre auto-encodeur correctement, il s'adapte automatiquement à la dimension d'entrée. Enfin, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise des ratios pour définir les tailles des couches et justement préserver ces ratios. Et du coup, en enrichissant mes données d'entrée, automatiquement, il va changer son architecture
pour augmenter les dimensions des différentes couches de réseau. Du coup, on arrive sur le même genre de représentation. À l'œil nu, on voit pas trop la différence. Du coup, je me suis permis de faire une petite comparaison, où là, c'est un peu plus parlant. L'idée, c'est de présenter les taux de détection sur, donc en bleu, on a l'ancêtre, le premier réseau que je vous ai présenté. En vert pâle, ce qui n'est pas forcément un choix très judicieux peut-être pour ce type de support, on a le réseau plus récent qui date de, je vais dire 2014, mais je ne suis pas sûr de mon coup. Et on voit en fonction des types d'attaques, enfin des types de logs, quel a été le taux de détection et quel est l'écart entre les deux. Donc on voit par exemple que sur les attaques de type probe, on est quasi à la perfection. Sur les faux positifs, on est un peu meilleur, mais on reste quand même à pas loin de 20%, donc c'est un point vraiment amélioré. Hein. Moi, ça me turlupinerait si c'était un cas en production d'avoir 20% de faux positifs. Par contre, sur la détection, on voit bien qu'il y a une grosse amélioration, alors, excepté sur les attaques de type DOS. Mais c'est peut-être moins dérangeant vu que ce sont des attaques un peu par force brute, où la requête va être répétée. Donc, quelque part, si vous en laissez passer 5% de plus, il y en aura d'autres parce qu'elle vise à mettre à genoux un composant réseau en le sursollicitant. Et oui, du coup, on a des écarts de performance qui sont parfois assez intéressants. Et ça, c'est typiquement le genre d'architecture qu'on utilise en production, pour le coup, sur de la détection de fraude. Alors moi, je suis côté Orange France et côté service web. Donc, pas en tant qu'opérateur télécom, mais plutôt en tant que compagnie qui expose des services sur le web. Donc, les accès aux espaces clients, aux mails, ce genre de choses, quoi. Alors, la question portait sur porte sur les ressources matérielles utilisées. Sur ce genre de jeu de données, bon, je pense que la réponse n'est pas intéressante. Sur les cas de production, ça nécessite particulièrement d'avoir un peu de GPU et beaucoup de RAM, beaucoup de mémoire vive. C'est typiquement le type de machine qui va nous intéresser. Avoir un petit peu de GPU, ça permet d'accélérer considérablement les calculs par rapport au CPU, mais c'est pas non plus la peine d'en avoir énormément. Par contre, avoir beaucoup de mémoire vive, ça c'est important. Ouais. Parce que souvent les jeux de données, c'est une autre dimension, quoi. On n'est pas loin du téraoctet à chaque fois, quoi. Donc, si j'ai choisi de présenter les auto-encodeurs aujourd'hui, alors là, c'est pour dépasser le cadre de la cybersécurité et je suis un grand fan des auto-encodeurs, en fait. Et en fait, il y a plein d'utilisations qui sont vraiment marrantes de ces réseaux de neurones et que je trouvais intéressantes de partager. Par exemple, on fait de la super résolution avec. Vous entraînez un auto-encodeur sur des images satellites de très haute définition et vous reprenez que le décodeur et vous allez faire de la super résolution, donc augmenter la résolution d'images de faible qualité. L'avantage quand on analyse des images satellitaires, c'est que des images satellites de faible résolution, vous les avez super facilement. C'est pas cher et vous les avez sur un périmètre très large. Et surtout, si vous avez besoin de rafraîchir votre donnée, vous l'avez extrêmement rapidement parce qu'en fait, il y a énormément de satellites qui proposent des images de faible résolution. Des images de haute résolution, par contre, c'est plus rare, c'est plus cher. Donc du coup, alors j'ai pas fait de production là-dessus, j'ai juste un peu joué parce que je comptais participer au hackathon Act in Space qui est organisé par Thales. Et juste en amont, j'avais un peu joué avec. Et très rapidement, très facilement, on obtient du x4, donc du x16 en termes de résolution. Donc un pixel devient 16 pixels, 4 par 4, et avec des résultats vraiment bluffants. Alors par contre, si vous apprenez sur des images, j'ai testé, si vous apprenez sur des images haute définition du centre de ville de Manhattan, ne cherchez pas à le faire après sur de la super résolution sur le désert du Sahara. C'est surprenant, c'est de l'art, mais c'est plus de la super résolution. On peut faire de la réduction de dimension, ça c'est...
on le voit rapidement quand on comprend les auto-encodeurs. Hein. La première phase, l'encodeur, il sert à compresser la donnée dans un espace de dimension réduit. On peut voir ça comme une PCA un peu compliquée et non linéaire. On fait du débruitage. Ce que je vous ai présenté, le denoising auto-encodeur, finalement, il reconstruit de l'image à partir de l'image biaisée. Typiquement, sur des cas de computer vision, on peut reconstruire l'image ou des anciennes images. Typiquement, vous allez voir beaucoup d'applications passer sur le net qui font ça, qui permettent de coloriser des images du passé ou des images un peu floutées. Voilà, avoir une meilleure définition sur les images aussi, on reste un peu sur ces cas de figure. Et avec une famille d'auto-encodeurs permet également de faire de la génération de données. Je pense aux auto-encodeurs variationnels, où en fait, eux, ils ajoutent une contrainte supplémentaire. Ils préservent la notion de distance sur l'espace latent. C'est-à-dire que deux données proches en entrée vont être également proches au niveau de l'espace latent. Du coup, si j'ai besoin d'enrichir un dataset avec des données similaires à ce que j'ai dans mon jeu de données, mais que je ne veux pas exactement les mêmes, j'ai qu'à me projeter sur l'espace latent, prendre des voisins très proches, et j'aurai en sortie des voisins également très proches de la donnée que j'avais en entrée. Donc comme ça, je peux multiplier mon jeu de données par 10, 20, par un facteur qui est considérable. C'est à peu près tout ce que j'avais l'intention de vous présenter. C'était un petit retour d'expérience sur l'utilisation des auto-encodeurs pour la cybersécurité et avec un peu une extension sur ce qu'on peut faire des auto-encodeurs. Je vous l'ai dit, je suis un grand fan et je pense qu'il y a énormément d'applications possibles dans le monde de tous les jours. Et surtout, ils sont assez simples à prendre en main quand même. Et leur côté auditable. Et c'est vraiment une plus-value par rapport aux autres réseaux de deep learning qu'on peut voir, quoi. Du coup, je pense qu'on va prendre les questions. On fait ça, là. À un moment, j'ai entendu unsupervised learning, mais tu as les labels, donc c'est supervised, non? C'est une bonne question, sauf qu'en fait, le label, je l'utilise pas dans l'entraînement. Je m'en sers pour analyser mes résultats, mais mon réseau de neurones n'a pas pris dessus. Lui, il ne sait pas. Tout ce qu'il cherche à faire, c'est reproduire la donnée qu'il a en entrée. Et finalement, c'est moi après où je mesure l'erreur en comparant l'entrée et la sortie. Et si j'ai une erreur qui est élevée, là, je vais dire que c'est une attaque. Si j'ai une erreur faible, je me dis c'est quelque chose que j'ai déjà vu par le passé, lors de l'apprentissage. Et du coup, le réseau de neurones, l'auto-encodeur lui-même n'a pas conscience, conscience c'est un grand mot, mais n'a pas vu, n'a pas perçu, hein, on va pas rentrer dans les polémiques, n'a pas perçu en tout cas le label final. C'est même pas du semi-supervisé, parce qu'on peut mixer les deux, mais... Du coup, en termes de fonction de coût, c'est au niveau du pixel de l'image générée qui est comparé avec les pixels de l'image d'entrée. Alors sur les images, moi ce que j'utilise c'est une mean square d'erreur. Donc en gros c'est la différence au carré. Donc sur une image typiquement, tu vas faire pixel par pixel la différence entre la valeur de ton pixel d'entrée et la valeur de ton pixel de sortie, la mettre au carré, et c'est ça ton erreur. Enfin la moyenne de tout ça, pardon. La moyenne de tout ça. Ce sera ton erreur finale. Du coup, je ne vais pas répéter la question, mais pour l'enregistrement c'est important. La question portait sur comment se faisait la mesure de l'erreur. Moi j'ai une question du coup par rapport à la stable diffusion, on permet aussi de faire de la génération d'images. Ce serait quoi la différence avec les auto-encodeurs? Là tu me poses une colle parce que moi je manipule les auto-encodeurs. Du coup, comparer les deux techniques, j'aurais du mal, quoi. Enfin, honnêtement. Non, pas plus. Joker. Oui. J'aimerais savoir, en termes de portefeuille de compétences, comment ça se fait chez Orange. D'abord, tu répètes la question. Donc, en fait, si je résume, pour ne pas tout répéter, peut-être, de mémoire, je ne vais pas pouvoir.
en tout cas sur les compétences nécessaires pour faire finalement tout ça. Alors les compétences sont à la fois les choses qu'on connaît plutôt. Donc si je vous dis de la data ingénierie, des ingénieurs de données, très bien. Si je vous dis la science des données, donc data science, je pense que là aussi vous pouvez imaginer que que ça se trouve. Mais en plus, en fait, il y a autour de l'IA, en fait, l'IA en entreprise, tout au moins, c'est quelque chose de très très vaste. Donc, je pense que c'est un point que je n'ai pas forcément, sur lequel je suis passé rapidement dans mes slides. Il y a autour de l'IA, il y a j'ai donné l'exemple des juristes. Ils sont autour de la table. Les financiers du groupe sont autour de la table. Les sociologues, nous avons aussi, y compris côté recherche, donc des sociologues qui s'occupent effectivement de la partie éthique, de la partie ergonomie, des systèmes d'IA, etc., qui sont autour de la table. Il y a des gens des RH parce qu'il faut du recrutement et il faut de la formation. Donc, comme je le disais, donc c'est quelque chose. Il y a énormément de formation. Il y a 2 structures de formation en interne, Orange Campus et Orange Learning. Orange Learning, elle est sur le périmètre Orange Innov, donc là où je suis. Et puis Orange Campus, c'est vraiment l'infrastructure, enfin la structure qui fait de la formation pour l'ensemble du groupe. Et ces choses-là, évidemment, même si on a dit que l'IA existe depuis les années 50 ou 40, c'est quelque chose quand même qui est relativement récent, notamment au sein des entreprises. Et il faut effectivement former. Ce n'est pas des choses qu'on a vues largement dans les écoles il y a 10 ou 15 ans. Moi, je me rappelle effectivement plus jeune, on faisait un peu du recul simulé, des choses comme ça, sur les réseaux de neurones, mais pas beaucoup plus. Et donc, effectivement, il y a un effort. L'acculturation, c'est probablement ce qui nous... Enfin, ça peut paraître un peu absurde, mais probablement l'activité la plus dure aujourd'hui pour nous et sur laquelle on met le plus de moyens, c'est l'acculturation, c'est les formations. Donc, aussi bien des formations internes, Orange Campus, Orange Learning, que on a acheté aussi des accès en grand nombre pour les employés d'Orange sur Coursera. Donc, il y a vraiment d'excellentes choses sur Coursera. Et puis, avec aussi Google, on a signé aussi un accord avec Google pour utiliser leur cloud pour le beaucoup de calculs nécessaires, comme vous l'avez vu. Et effectivement, donc, il y a aussi des structures de formation chez Google. Voilà. Donc, la formation, c'est quelque chose d'extrêmement important pour à la fois convertir des compétences existantes, des gens, par exemple, qui sont purs réseau, des experts réseau, mais qui n'ont jamais fait du réseau avec l'IA. Et donc là, il faut les former, mais aussi du sang neuf pour les gens qui sont plus jeunes, surtout, qui veulent se mettre, finalement, ils ont le background nécessaire scientifique pour s'y mettre. Et en plus, effectivement, on recrute aussi à l'extérieur, évidemment. Donc, on a recruté pas mal d'experts. Et mon patron, par exemple, c'est direct, Steve Jarrett, il est américain. C'est lui qui pilote le département Data IA d'Orange. Pour appuyer ce que tu dis, ce que je trouve intéressant, c'est de voir comment les métiers prennent en main en fait cette intelligence artificielle et comment même les salariés se renouvellent. Par exemple, on a des équipes d'ergonomes qui étaient à l'époque spécialisées sur la création de sites web. Maintenant, ils ont une branche qui s'est spécialisée sur la création de DataVis. Parce que pour communiquer en interne et en externe, alors vous aurez remarqué que moi, je n'ai pas fait appel à leur service pour cette présentation. Le Verpal, je me prenais un carton rouge direct. Mais c'est marrant de voir comme certains métiers se renouvellent avec l'IA, avec la manipulation de la data d'ailleurs de manière générale. Mais bon, c'est la petite anecdote que j'ai trouvée marrante parce que j'ai trouvé ça super malin de se dire mais comment je réinvente mon métier pour aller dans cette tendance-là. Et c'est dingue comme face au changement, il y a des profils qui vont s'arc-bouter sur ce qu'ils ont à l'heure actuelle, leurs prérogatives, et d'autres métiers qui vont accompagner ce changement avec une aisance dingue. Et ça va dépendre, c'est une question de personnalité, hein, pas de métier d'ailleurs. Mais c'est marrant à voir, enfin, à vivre.
On est plutôt mixte, parce qu'en fait, pour des raisons juridiques liées aux contraintes réglementaires en France et en Europe, il y a des données qu'on ne peut pas sortir. Même si on a signé effectivement un accord stratégique avec Google, mais c'est le contexte réglementaire français et européen qui nous empêche. Nous devons de le respecter. Et puis la deuxième raison, c'est la confidentialité. Il y a des données confidentielles, aussi bien sur l'aspect technique, les données en lien avec l'exploitation du réseau et nos finances, par exemple. C'est des données qui ne sortent sous aucun prétexte. Et d'ailleurs, ça fait le lien avec la question précédente. On a énormément de recrutements qui ont été faits au niveau Data Ops, donc côté maintien en condition opérationnelle des flux de données et également Data Engineering. Il y a un gros effort qui a été fait. Alors la data science, c'était un peu le côté, on va dire, brillant, shiny de la manipulation de données. Et là, on est en train de rattraper ce retard parce qu'en fait, on a formé énormément sur la data science. Finalement, on a oublié que, un peu, je trouve, dans la philosophie, qu'on ne pouvait pas faire de data science sans data. Et du coup, des métiers qui étaient un peu parents pauvres en termes de recrutement sont maintenant extrêmement valorisés en interne. Typiquement, le modèle d'IA que vous avez monté pour regarder les attaques, ça va être fait sur des machines Orange. Donc, ça fait partie des choses sécurité. Alors, vas-y Sébastien, je rajouterai. Alors, en fait, Orange, c'est une hydre. Donc, en fait, tu vas avoir plusieurs réponses à ta question. D'ailleurs, je vais la répéter. Sur la cybersécurité, où se passe l'entraînement des modèles. Donc, il y a beaucoup d'acteurs chez Orange qui s'occupent de cybersécurité. C'est-à-dire qu'il y a les services en propre qui vont déjà analyser leurs usages et trouver des trucs un peu louches. Il y a la cybersécurité Orange France. Il y a Orange Cyberdéfense, qui est une filiale à part entière, qui a elle-même ses propres pratiques. Donc moi, j'ai parlé pour ma partie, qui est finalement une sous-partie d'Orange France. Les entraînements se font majoritairement sur GCP, mais il y a un gros boulot en amont avant d'exporter la donnée pour la convertir et l'anonymiser, enfin s'assurer qu'elle est anonyme. Donc ça, c'était la réponse pour ma sous-partie DSI Orange France. Parler, et les contraintes confidentialité d'un certain nombre de métiers, on fait effectivement sur un cloud public. Mais il y a aussi une autre contrainte, mais là c'est pour la partie d'apprentissage. Mais la partie, on va dire, exploitation, pour ne pas utiliser des termes compliqués, dans la vraie vie, en fait, après cette phase d'apprentissage, le déploiement, il peut se faire effectivement, là aussi, on peut le faire à distance sur du Google, encore une fois, ou en interne. En sachant que là, il y a une dimension supplémentaire qui se rajoute parce que des fois, pour le réseau, on a des contraintes temps réel qui font que la traversée entre notre intranet et le cloud public, fût-il celui de Google, et pareil, même si les data centers de ces gros acteurs américains, notamment, commencent à fleurir un tout petit peu, ils commencent aussi à ouvrir des data centers en Europe ou commencent même en Afrique, au Moyen-Orient, donc ils commencent à arroser un peu le globe. Donc, même avec ça, les contraintes temporelles, la traversée du réseau, hein, donc, la vitesse de la lumière pour l'instant, même s'il y a des physiciens qui apparemment mettent en doute la limite de la vitesse de la lumière. Aujourd'hui, en fait, ce temps-là, il est excessif. Évidemment, ce n'est pas que la traversée du réseau, hein, la vitesse de la lumière, plus les temps de traitement qui se passent ailleurs. Et donc, en fait, des fois, on est contraint, malgré tout, de rester en interne pour des raisons strictement techniques liées à des contraintes temps réel. Du coup, là, c'est plus l'informatique temps réel. Ça n'a pas grand-chose à voir avec l'informatique. C'est plutôt le lien, ça n'a pas de lien direct avec l'IA, mais plutôt les contraintes temporelles des temps de réponse, même si c'est des IA qui peuvent répondre, effectivement. Oui. C'est une question.
pardon? Il y a la nouvelle réglementation européenne sur Oui, oui. soit en décembre ou en janvier. Oui. Je crois, oui. Et du coup, j'aimerais savoir comment est-ce que, quand il y a une nouvelle réglementation, comment est-ce que Orange se prépare pour mettre ça en pratique au niveau de ces solutions d'IA. Ouais. Très bien. Alors, effectivement, donc, il y a quelque chose qui n'apparaît pas explicitement dans ce schéma-là, mais d'une manière générale, ça apparaît ici. En fait, on a chez nous, donc là aussi, pour vous donner une idée sur la vraie vie, il y a tout un département qui s'appelle réglementation, au niveau de l'entreprise globalement, donc pas forcément dans les pays. Dans les pays, évidemment, il y a toujours des juristes localement ou des comptables localement et des ingénieurs localement. Mais là, c'est au niveau corporate parce que ça engage l'ensemble du groupe. En fait, il y a un travail qui est fait. Donc, c'est les textes qu'on discute, qu'ils soient textes français ou textes européens. Donc, je pense que tu fais plus référence à l'AI Act, le Data Act. Il y a un autre aussi qui se prépare sur la gouvernance de la donnée au niveau européen, qui est en cours. En fait, le Data Act et l'AI Act, j'ai des slides, mais bon, ça ne sert à rien de les sortir maintenant. C'est quelque chose qui aurait dû être finalisé là, en fait, fin 2022, mais ça a été reporté à 2023. Et globalement, effectivement, c'est nos collègues responsables de la réglementation qui pilotent ça, qui font l'interface aussi avec les autorités européennes et qui nous impliquent, nous, en tant que techniciens donc, de la chose, qui nous impliquent dans la discussion. Mais c'est eux qui pilotent. C'est comme ça qu'on est organisé. Et effectivement, donc, on commente les textes, on renvoie vers l'Europe les choses qui nous paraissent pas bien ou bien, donc, et avec d'autres, évidemment, d'autres entreprises européennes qui renvoient des commentaires. Le monde académique aussi le fait, jusqu'à la convergence vers un texte européen. Brillante masterclass, merci infiniment Faisal et Sébastien pour votre généreuse et brillante contribution. Tu le disais Faisal, où sont en effet les endroits où l'on pense et où l'on agit en intelligence artificielle? C'est typiquement ici dans les Alpes-Maritimes et sur la technopole de Sophia Antipolis. D'ailleurs, on le rappelle, c'est Sophia, avec le jeu de mots là, IA Masterclass sont précisément en opening de la Sophia AI Week, parce que demain, il y a le symposium du Sophia Summit qui se déroule du coup mercredi, jeudi, vendredi. Et c'est précisément parce que Orange est très engagé dans l'écosystème de l'intelligence artificielle maralpine que vous êtes là aujourd'hui, parce que vous êtes membre de ICAR, Industrial Council on Artificial Intelligence Research, aux côtés de plus d'une douzaine d'autres compagnies, telles qu'IBM, comme tu le citais, mais aussi bien sûr Amadeus et SAP qui l'ont créé à l'origine. Et pourquoi? Précisément, c'est pour dire qu'il y a un comité scientifique au sein du 3IA Côte d'Azur, donc un des 4, on le rappelle quand même en France, et en effet, comment initier le dialogue entre les industriels et la recherche académique. Et c'est pour ça que nous sommes heureux ici, à la Maison de l'Intelligence Artificielle avec Télécom Vallée, d'organiser pour la 5e année consécutive ces masterclass pour faire des mains à la pâte, pour qu'une fois qu'on a dit cette théorie académique, eh bien comment expérimenter tout ça. Et quoi de mieux que la Maison de l'Intelligence Artificielle pour découvrir, comprendre et expérimenter les IA. Donc ça, c'est vraiment le côté technique. Ensuite, d'un point de vue métier, vous l'avez dit, tous les métiers sont transformés par les intelligences artificielles. Tu citais les ergonomes, mais pas que. Et ce que je souhaitais rajouter aussi, c'est que là, c'est une masterclass 100% masculine, mais c'est pas l'image d'Orange, parce qu'Orange, vous faites justement beaucoup d'efforts pour le recrutement en diversité, inclusif, etc. Et j'aimerais citer en effet par exemple Valérie Guillon, qui a fait avec ses consoeurs l'excellent Inspire Me, qui permet justement aux jeunes filles de se projeter dans les métiers de la tech, en général, et de l'intelligence artificielle en particulier. Et puis aussi Muriel Mwanza, qui est aussi animatrice justement de la communauté cybersécu de Télécom Vallée. Donc voilà, il y a la technique, il y a les métiers et il y a les êtres humains. Et vraiment, Orange, on est ravis grand merci d'avoir animé ça pour toute votre générosité, parce que c'est pas votre quotidien de le faire. Vous avez un autre métier, d'autres rôles. Donc grand merci Sébastien et Faisal pour ça.
Et merci à vous pour cette audience d'une attention. Enfin, l'attention était vraiment palpable. Et c'est tout l'esprit des masterclass. Voilà, on est entre guillemets entre nous. On se dit les choses avec du pragmatisme et sans dogmatisme. Et puis ensuite, on continue ainsi éclairé sur comment cet outil, qui n'est qu'un outil, on peut, comme vous le disiez très bien, en faire le meilleur pour l'humanité et se méfier en effet des dérives potentielles. Parce que étant donné que c'est créé par l'humain, eh bien, on peut en effet continuer à maîtriser cet outil. Donc, grand merci. On se retrouve à 14h pour la 3e masterclass avec INRIA Academy sur une plateforme open source Corrèze. On se retrouve ici après la pause. Merci beaucoup. Merci beaucoup.